Le 30 avril 1942, Oswald Pohl, chef de l'Office central de l'administration et de l'économie SS, élabore un règlement des camps. Le commandant du camp est seul responsable de la main-d'œuvre. Cette exploitation doit être épuisante, dans le vrai sens du mot, afin que le travail puisse atteindre son plus grand rendement. La durée du travail est illimitée. Cette durée dépend de la structure et de la nature du travail. Elle est fixée par le commandant seul. Toutes les circonstances qui peuvent limiter la durée du travail, repas, appels, etc., sont donc à réduire au strict minimum. Les longues marches et les pauses pour le repas de midi sont interdites. Et on m'a mis dans un commando qui s'appelait Petersen Schwerarbeiter, en allemand. C'est-à-dire Petersen travail dur. C'est-à-dire notre travail consistait à faire des tranchées la journée. Tous les jours, on allait dans un autre endroit pour faire des tranchées. Et la nuit, c'est une autre commando qui allait, je ne sais pas ce qu'il faisait. On me disait qu'il n'y avait pas encore de crématoire à l'époque quand moi je suis arrivé. Ils étaient en train de le construire, des crématoires. Mais il n'y avait pas le crématoire. À mon époque, il n'y avait pas de crématoire. Il y avait un commando qui s'appelait la Maureschule, des enfants, des jeunes, qui travaillaient à la Maureschule, qui faisaient ces crématoires. Le dimanche, notre corvée à nous, c'était, ils prenaient des volontaires soi-disant. Notre corvée à nous, c'était de ramasser, d'aller dans toutes les baraques. Les jeunes, ils cherchaient les Stubendienst, le bloc Eltester qui donnait ceux qui étaient les plus jeunes, quoi, les plus costauds, quoi, disons. À l'époque, parce qu'on venait d'arriver, on ramassait les cadavres, on les portait à deux et on les amenait devant un bloc tout au fond, je me rappelle, à droite, et on les mettait comme des troncs d'arbres, des branches d'arbres, on les mettait en... Comme des bûches, comme on met des bûches devant les cheminées, tout ça. Ils étaient rangés, il y avait des centaines, parce qu'on les ramassait toute la journée, il y avait des gens qui venaient chercher. Il y avait, en 1942, c'est très peu connu aussi, ce que l'on appelait un Mauerschule, une école de maçons. Alors celui qui s'en occupait, il n'avait qu'un bras, manchot. Je ne sais pas, vous lui avez piqué l'autre bras, je ne lui ai jamais demandé, bien sûr, mais le bras qu'il avait, il savait taper. Hein. Et on est resté à peu près 2 mois à apprendre la maçonnerie. Ça m'a servi tout à la fin, en 1944, où ils ont décidé de faire une usine à Strigo, à côté de Reichenbach, et c'était trop loin de... Alors on prenait tous les jours des wagons, puis ils ont trouvé que c'était du temps perdu. Ils ont donc décidé que 300 juifs iront à Grossrosen, qui était un camp de non-juifs. Le commando des pierres, c'est vraiment le commando de base. Hein. Quand ils ne savent pas quoi faire avec nous, on nous demande d'aller aux pierres. Alors, on s'en va travailler escorté par des SS, les chiens et les capots. Toute la colonne est bien entourée. On marche environ 1 heure parce que les chantiers se trouvent un peu en dehors du bloc où on vit. Et là, on arrive sur un chantier découvert. Il fait très froid, hein, c'est la fin février. Il fait très froid, il y a encore beaucoup de neige. On arrive sur un grand chantier découvert, et puis là, dans un coin du chantier, il y a des monceaux de pierre. Alors les capots nous disent qu'il faut travailler par deux, il faut se trouver quelqu'un pour travailler avec, et elle nous donne une espèce de plateau qui ressemble à une civière avec 2 manches. Il faut travailler par deux, une qui tient derrière, une qui tient devant. Il faut mettre les pierres sur ce plateau, il faut marcher environ 10 minutes au bout du chantier pour aller déverser les pierres là-bas. Bon, alors le premier jour, on charge des pierres, on les déverse, on revient à vide, on reprend des pierres. Le premier jour, on ne se pose pas de questions, on pense qu'on a à déplacer des pierres. Mais quand on revient le lendemain, et que les mêmes capots nous disent « Ah, les pierres que vous avez mis là-bas, maintenant vous les prenez, vous allez les remettre là », alors là, on comprend tout de suite qu'on fait un travail qui ne sert à rien. Enfin, on nettoyait les wagons, plus on déposait les morts devant le crématoire à Birkenau.
Voilà le travail que j'ai fait. Au début, tu vois tellement de morts devant tes yeux, tu te rends même plus compte. Tu deviens comme un automate. Un automate, tu sais, comme si tu faisais, comme si tu travaillais un travail normal. C'est peut-être affreux de dire ça, mais... Non, c'était la réalité du moment. J'ai parlé avec d'autres camarades et ils m'ont pensé la même chose. On est devenus des automates. Des machines. Des machines. Des machines de la mort. J'ai été tout le temps à hausse commando, à travailler très très dur, comme tous ceux, d'ailleurs n'importe quel travail qu'on faisait, c'était toujours très très dur. Alors par exemple, il fallait casser les pieds. Alors si vous aviez un maillet, le matin, ils vous distribuaient les outils pour aller au travail. Si vous aviez un maillet, ça voulait dire que vous alliez casser des pierres. Si vous aviez une pioche, vous alliez faire des tranchées. Si vous aviez une pelle, c'était certainement aussi pour faire des tranchées, pour déblayer le sable. Et quand on avait un maillet, eh ben, il vous emmenait dans une carrière où il y avait des espèces de grosses pierres qu'il fallait casser pour mettre dans les wagonnets. Les wagonnets, il fallait les pousser, il y avait des rails, et il fallait bien les charger, ces wagonnets, parce que si ce n'était pas équilibré, le wagonnet, au bout que vous aviez fait 2-3 mètres, le wagonnet se retournait, et à ce moment-là, déjà, vous receviez des coups, et en plus, il fallait les recharger, les vider et les recharger. Eh bien, j'ai eu ce droit à ce travail-là. On a été transféré dans le camp de Monowitz. On s'est donc Il y avait une usine là-bas. C'était la Buna Monowitz. Voilà, ça appartenait à l'IG Farben. C'est ça. Et qui faisait du caoutchouc synthétique. Et ils ont interrogé tous ceux du convoi par profession. Et moi, ils m'ont même pas demandé ce que je faisais, rien. Ce qui fait que mes deux camarades se sont dit électriciens. Et ils ont été dans un commando pas trop mauvais, donc ils travaillaient à l'intérieur de l'usine. Donc c'était déjà relativement préservé. Alors que moi, sans spécialité, je me suis retrouvé dans le terrassement, ce qui était le plus dur. C'était le plus horrible. C'était le plus dur. Et donc tous les matins, j'étais dans le bloc 50 au camp de Monowitz. J'étais dans le bloc 50. Et dans le commando, beau numéro 3, c'était le terrassement, et on nous amenait en dehors du camp, faire des tranchées, faire des va-et-vient et tout, terrassement. Mais ça représentait quelques kilomètres pour se rendre au travail. Et moi, de trimballer un jour une pioche, un jour une pelle, ça me démolissait l'épaule. J'étais déjà crevé avant d'arriver au travail. Et donc, ça a été très très dur. J'ouvrais la machine, je mettais la ferraille, de l'autre main, je prenais, ouvrais la machine, je mettais la ferraille, je devais tirer et je devais utiliser mon pied gauche pour arrêter. Disons qu'il fallait que je fasse un mouvement d'automatisme pendant 12 heures. Dans des conditions donc de travail épuisant, affamé. Il faisait froid en plus. J'avais de la dysenterie, puis j'ai commencé, beaucoup avaient eu le typhus, je commençais à faire de la température qui montait. Mes amis me tenaient souvent par le bras quand on faisait ces 3 kilomètres à pied pour arriver jusqu'à mon travail. J'étais dans une condition physique, disons, fortement affaiblie. C'était quelle époque, ça? Alors, qu'est-ce que ça pouvait être? C'était encore l'hiver, hein. C'était encore l'hiver, ça devait être... On était en 44, là, déjà. C'était le début 44. Hein. Et puis l'accident est arrivé un jour, que, au lieu de faire le geste que je devais faire, c'est mon doigt que j'ai mis, et je me suis coupé le doigt. Notre travail était de préparer des espèces de tiges en métal qu'on mettait dans le foyer, et une fois le bout rouge avec un marteau, une enclume, on faisait les pointes
pour faire des marquages de l'autoroute. Sur tous les quelques mètres, ils marquaient pour pas déborder les lignes, je pense. C'était ça notre travail. Il y avait plein de ces tiges, et toute la journée, on frappait. Alors, c'est pas ça que j'ai appris à l'école. L'allemand, le meister m'a appris à tenir la tige et frapper avec le marteau. Une fois, c'est lui qui avait la masse. Moi, j'avais le marteau. Après, on changeait. Celui qui prenait le marteau et moi la masse. Et toute la journée, on faisait cela. Et à midi, on arrêtait. L'Allemand, il s'est assis à une petite table. Il ouvrait sa musette, il mangeait. Le Meister. Le Meister. Et les deux Polonais, eux, ils se sont mis par terre. Eux aussi, ils mangeaient. Et moi, j'avais rien. Nous, on n'avait absolument rien à manger à midi. J'ai toujours souffert de faim tant que j'étais là-bas. Je suis resté 34 mois dans différents camps. Et à aucun moment les Polonais ou l'Allemand Ni l'Allemand, ni les Polonais, ils sont tranquillement, ils ont mangé. Moi j'étais assis sur une bûche de bois, d'un arbre. J'étais assis, je les regardais manger. Je me rappelle, c'est la faim, quand on a fait un travail dur comme ça, j'avais très faim. Et j'avais surtout beaucoup, je sais pas, on peut s'habituer à tout, mais même la faim petit à petit. Mais là, j'étais pas habitué encore. Là, la faim me faisait vraiment mal. J'ai eu un mal terrible. Et je me rappelle très bien que l'après-midi, quand j'avais la masse, quand je tapais avec la masse, et l'Allemand juste en face de moi avec son marteau, bing, bang, bing, bang, jusqu'à ce que lui, il tapait 2 fois. Quand il tapait 2 fois, ça voulait dire qu'on arrête. Donc, la masse, on lève la masse. J'avais tellement faim, j'étais tellement en colère, je ne sais pas ce qui m'a retenu. Ce jour-là, je crois que je l'aurais tué, l'Allemand. J'ai jamais tué personne, j'ai jamais... Tuer quelqu'un, pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas... Même dans le pire des cas, j'aurais pas pu envisager ça, penser à ça. Mais là, j'avais envie de le tuer. J'ai travaillé, j'ai fait des baraques, et puis un jour, j'ai eu de la chance. On m'a choisi pour aller travailler à l'usine. À l'usine, c'était une usine qui faisait des canons anti-aériens pour l'armée allemande. Il faisait des anti-aériens pour l'armée allemande. Et on m'a mis d'office sur un tour pour faire pour les canons. Moi, j'avais de la chance, une chance inouïe, je faisais du mimétisme, comme le métier de tailleur. J'apprenais très vite ce qu'on me montrait une fois. Et je suis devenu tourneur. Et notre chef d'équipe, c'était un civil, il s'appelait Tchekala. Il y avait Danish, qui était notre Fararbeiter, et Tchekala, c'était notre patron de la section. Et il a vu que j'apprenais vite, Tchekala, il est venu, Danish est venu, et puis il m'a dit, comme tu apprends vite, ça, Paul Fogel est là, il est à Paris, Georges Gosselin est à Paris, ils peuvent certifier. Il m'a dit, comme tu apprends vite, je voudrais, comme tu sais régler ta machine, je voudrais que tu règles les machines de tous ceux qui ne savent pas bien travailler. Et je suis devenu régleur. Il y a périodiquement des sélections où on doit passer nu, complètement nu les pieds aussi, parce que les SS veulent voir l'état des pieds. Hein, on vient dans le bloc, on ferme les portes, on ne peut plus sortir, on est complètement nu et on défile devant 2 ou 3 ou 2 ou 3, ça dépend, médecin allemand, et c'est eux qui jugent si on est apte ou non à continuer le travail. Au travail. Alors bien sûr, on a une peur bleue. Hein. Bon, le premier critère, c'est la maigreur. C'est vrai que celles qui sont très maigres, malheureusement, ne peuvent pas y échapper. Mais il y a aussi les boutons. Si on a le moindre petit bobo, on peut être pris à la sélection parce qu'ils ont une phobie pour les boutons. Et comme on n'a pas d'hygiène, le moindre petit bobo s'infecte et ça fait des boutons plus importants. Donc on a une peur bleue, mais c'est pas parce qu'on est moins maigre qu'on va y échapper. Le temps de la sélection, on a vraiment très très peur. Alors on a des réflexes de survie comme ça. D'abord, on bombe le torse, on se tient bien droite pour montrer qu'on n'est pas avachi, qu'on va fatiguer, et on a ça. Hein, et on fait comme ça, et on se pince comme ça les joues pour avoir un petit peu de couleur. Mais ça vient du yiddish.
Ça vient du yiddish. En yiddish, on dit qu'il faut jamais être pâle, il faut se donner, vous n'êtes pas, ça veut dire qu'il ne faut pas inspirer la pitié, il faut se donner à clip in the back. Ben voilà, ça c'est ma culture. Je ne sais pas exactement qui l'a transmis à l'autre, mais j'étais quand même dans un groupe où il y avait des filles. Tout à fait. Oui. Oui. Il faut cacher, à clip in the back, ça veut dire il faut se rosir les joues pour ne pas faire pitié. Et là, c'était, il faut se rosir les joues pour pouvoir rester en vie. Alors donc, cette sélection, eux, ils estiment que vous êtes inapte au travail, donc puisque vous êtes nu, vous avez le numéro sur le bras, on relève votre numéro du bras sur une liste, et on vient chercher les femmes qu'on emmène dans un bloc qui est le bloc 25, on sait que c'est le bloc 25, moi j'ai jamais été près du bloc, je sais même pas où est-ce qu'il se trouvait, vous savez, notre univers il est très restreint, hein. On a le bloc et le travail, on connaît pas. Eh bien on les emmène dans le bloc 25, mais les femmes quand on les emmène dans le bloc 25, elles savent qu'elles vont partir à la chambre à gaz d'un moment à l'autre, hein. Et ça c'est vraiment l'horreur, hein. Parce qu'on les met dans un bloc en attendant, je ne sais pas combien de temps elles restent, puisque j'ai pas été, je sais pas si c'est un jour ou plus qu'un jour, mais en tout cas c'est horrible pour ces femmes dont on a pris le numéro et qu'on conduit dans ce bloc 25. Eh bien, pour travailler à l'usine, on a fait une sélection à l'envers, c'est-à-dire qu'on a dû défiler nus devant les médecins SS, et ce sont les moins maigres, les mieux portantes qu'ils ont pris pour travailler à l'usine. Mais le temps qu'on réalise et qu'on sache que vraiment on était du bon côté, eh ben on a eu drôlement peur. C'est en étant de ce côté-là, quand on a vu autour de nous que les filles avaient l'air d'être moins maigres, on s'est dit certainement qu'on est du bon côté, mais on l'a pas su tout de suite. Vous voyez, c'était c'est une angoisse perpétuelle. Et c'est arrivé quelques fois où c'était la sélection à l'envers. Donc ils ont pris les plus résistantes pour aller travailler à l'usine. Même justement sur le coup de Bouna où on travaillait, on n'avait pas le droit de parler pendant le travail, on n'avait pas le droit de s'asseoir et on n'avait pas le droit de fumer. Alors moi, la fumée, ça ne me gênait pas. Mais on n'avait pas le droit de ni parler ni s'asseoir. Alors après le boulot qui était horriblement, on avait bien envie de s'asseoir, je peux vous dire. Donc s'il y en a qui étaient surpris à s'asseoir ou à fumer pendant le travail, étaient condamnés pareil à 25 coups de matraque sur les reins. Et vous avez subi, vous, les bastonnades? Des coups de matraque, tous les jours. Et les gifles, c'était des centaines de gifles que j'ai pu recevoir. Et des coups de matraque, il y en avait tous les jours. Déjà, rien que pour me réveiller. On me réveillait à coups de matraque parce que j'étais jamais réveillé au son de la cloche. Ah oui, alors les matraques qu'ils avaient, c'est des caoutchoucs qui faisaient 60 cm de long, 70 cm. Alors c'était des caoutchoucs creux, là. Mais les gars qui étaient condamnés à 25 coups de matraque, c'était un caoutchouc, un tube en caoutchouc de 1,50 m de long à peu près, avec un câble d'acier à l'intérieur. Pour le solidifier. Et c'était le chef du camp, qui était un droit commun, qui donnait ces 25 coups de matraque. Et quand j'ai assisté à ça, c'était affreux. Parce que le gars, déjà, au bout de 3 coups, était déjà à moitié mort. Et après, on voyait, le gars, il continuait à taper, parce qu'il y avait 25 coups de matraque, il y avait le sang qui pissait par les oreilles, par les yeux, de partout, c'était quelque chose d'affreux à voir. Et surtout à l'âge que j'avais, j'étais encore plus impressionné, c'était vraiment, c'était une condamnation à mort, parce que le gars, au bout des 25 coups, c'était fini. Hein. Il n'est pas jusque-là, il était mort avant. Il fallait charger sur le camion un espèce de compresseur, mais qui était tellement lourd, on était 25. Il fallait d'abord lever d'un côté, c'était pas possible, enlever le tout. C'est lever d'un côté et se faire chavirer, pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. C'était pas possible. D'abord, nous, on était affaiblis, on avait été affamés. Il avait beau crier tous ensemble, « Allez, je te emmène !» Ces cris qu'on a entendus, alors, hop, pas moyen de déplacer le truc. Comme c'était rond, alors il a eu l'idée de le faire rouler. Il a dit qu'on attrape, anpacken. Alors il fallait qu'on roule. Et on a essayé, eins, los, pour que ça aille ensemble. On était quand même 25. Et à un moment donné, on est arrivé à déplacer ces rouleaux. Mais aussitôt, le rouleau est revenu en arrière, vers sa première place, parce que ces rouleaux, comme il était très lourd, il a creusé un petit peu le terrain. Donc il est revenu à sa place.
Et Dachik n'a pas eu le temps de retirer sa main. Et sa main s'est retrouvée sous le truc. Et il a poussé un cri Gewalt. Gewalt, c'est au secours. Et il faut croire que il a écrit, les cris Gewalt étaient tels qu'on a soulevé le truc, il a pu sortir sa main. Et il n'a pas crié, il avait pas mal. Pendant quelques, je ne sais pas combien de temps, des secondes ça durait, il avait pas mal. Il a tenu la main comme ça, lui-même il était étonné en regardant. Et quelques instants après, il a commencé à pousser des cris. Ça a duré un petit peu, mais petit à petit. La douleur s'est installée. La douleur, et il a crié. J'ai vu arriver des gens que je connaissais. J'ai tourné la tête. De Paris, des amis à mes parents, des familles. Ils ne m'ont pas vu. Mais le plus grand malheur pour moi, quand j'ai vu arriver mes grands-parents maternels, qui sont arrivés le 15 juillet 1944. 15 juillet 1944. Oui, ça je m'en rappelle de la date. Tes grands-parents maternels. Maternels, mon grand-père et ma grand-mère. Ils étaient déportés de Wuppertal. Non, j'ai su après leur parcours, ils venaient du camp de Terezin. C'est ce que tu m'avais dit. De Tchécoslovaquie. Oui, c'est vrai, ils ont été déportés là-bas d'abord. Ils ont couché, comme je vous ai expliqué, au cimetière, puisque j'ai fait une enquête. Puis après, ils sont venus du camp de Terezin. Je suis sûr, ils m'auraient vu, m'auraient rappelé, j'ai tourné la tête. Et plusieurs de mes camarades qui étaient avec moi, je voulais partir avec eux. Je savais où vous allez. Ben oui. Je me suis dit, avec tout ce que j'ai vu dans ma tête, je savais que mes parents, puisque j'étais sur la rampe, je savais qu'en arrivant... Oui, mais tu as tout compris à ce moment-là. J'ai tout compris. Je savais où ils étaient partis, que je ne les reverrais pas. Eux, ça m'a fini. J'étais plus fort que moi. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je pars ou je pars pas? Puis alors, il y a Georges, un de mes amis, m'a retenu, il dit non. Ne bouge pas. Tu n'as pas le droit de nous laisser tomber. Tu ne peux rien faire, tu le sais très bien. Je sais que je ne peux rien faire. Et moi qui pleurais jamais, je me suis pleuré comme un gosse. D'ailleurs, après, moi, on m'a changé de commando. J'ai eu un sort privilégié. Ils m'ont mis, soi-disant, les chasseurs, c'est-à-dire les serruriers qui m'appelaient. Ça n'avait rien à voir avec les serruriers. Ils m'ont affecté dans la gaz fabrique, sur le site de Bouna. Il y avait la gaz fabrique, ils fabriquaient du gaz synthétique. Et de l'essence synthétique également, ils fabriquaient. Je ne sais pas comment ils s'y prenaient. Alors c'était comme une grande raffinerie d'essence, de pétrole. Et ça se présentait sous une forme. Alors c'était fermé, puis les tuyaux passaient à l'intérieur. C'était d'immenses tuyaux qui faisaient peut-être 1,50 m de diamètre. Et les tuyaux étaient tout chauds. En plein hiver, ça m'a permis de tenir le coup. Et là, il y a eu il s'appelait Paul, Capot Paul, qui était un droit commun allemand, un molosse, qui se retourne devant tous ses copains, tous ses capots, et dit, tu vois, tout le monde me considère pour ma gentillesse, alors que c'était une brute finie, et il dit, viens avec moi, je vais m'occuper de toi. Et il m'emmène à la Streibzug, c'est-à-dire les bureaux. Bon, automatiquement, un capot qui arrive, il est reçu, et il dit, voilà, je veux que lui vienne dans mon commando. Et là, j'ai été changé de commando, je me suis retrouvé dans le commando 3, mais avec ce capot. Et j'étais le seul jeune de ce commando, et on fabriquait des parpaings. J'avais réussi à avoir une spécialité, on faisait des parpaings. Et en fin de compte, c'était un petit commando, mais complètement extérieur du camp, complètement... Excentré par rapport au camp. Complètement décentré. Et tout autour du camp, je me souviens de ça, il y avait un petit train, il y avait une voie ferrée qui faisait tout le tour du camp extérieur, avec une petite locomotive. Et quand il y avait des alertes, ce train faisait de la fumée et camouflait complètement le camp. Ah d'accord.
Ça servait à ça, ce oui, train-là. c'était ça. Et nous, notre commando était, pour ainsi dire, à la frontière, à la limite de cette voie de chemin de fer. Et comme j'étais le seul môme, j'avais l'ordre du capot, qui avait, lui, une baraque de chantier, et il fallait, parce que ça c'était donc au mois de juillet, août, au mois d'octobre c'était l'hiver en Pologne, hein, en Haute-Silésie c'était l'hiver, et j'avais donc la tâche, moi, de lui faire du feu à l'intérieur de cette baraque. Alors le matin, je faisais le tour de retour, des arbres il n'y en avait pas, trouver du bois, enfin j'arrivais à trouver un petit peu de bois, des morceaux de planches, de trucs. Et je faisais le feu, je m'occupais qu'il ait une bonne ambiance de chaleur pour lui. Et après, j'allais rejoindre les autres et pour travailler au parpaing. Fabriquer des parpaings. Voilà. Et donc j'avais un petit peu de considération, j'étais pas trop malheureux, enfin si on peut dire. De façon relative. Voilà, c'était moins mal. Exactement, et c'était moins mal. Et pendant que je faisais du feu, je me réchauffais aussi, parce qu'avec ce qu'on avait sur le dos... ce que vous mangez en plus. Ce qu'on mangeait, ce qu'on avait dans le ventre, c'était infernal. D'abord, je vais vous dire, à l'usine, on n'était pas battus pendant qu'on travaillait, on n'avait pas de capot. Hein. Les capots, ils nous accompagnaient, c'était pour le chemin. Mais quand on était dans l'usine, on n'était pas battus. Ça se passait pas trop mal. On n'était pas battus. La nourriture était la même, hein, la nourriture était la même, mais on n'était pas battus, quoi. Fallait travailler, fallait pas que la chaîne s'arrête. On était sermonné sans arrêt pour aller plus vite, mais enfin c'était pas. C'était un peu moins mal que les temps précédents. Oui. Alors ça a duré combien de temps? Ça a duré jusqu'à l'évacuation du 18 janvier.